Écoutez, je vous propose de démarrer. Bienvenue à tous les participants à ce webinaire donc organisé conjointement par le Club Euro Alpin avec les sociétés Néovision et Enalps. Donc, je suis Francis Fissingier, l'animateur du Club Euro Alpin. Voilà, Club Euro Alpin a 15 ans d'existence. Donc, c'est un réseau qui est piloté par la Chambre de commerce de Grenoble. Habituellement, on est plutôt en rencontre, rendez-vous station entreprise de manière physique, hein. Bon, là, on est en liaison virtuelle, voilà, pour les raisons que vous connaissez tous. Voilà, la situation en montagne est particulière. On a souhaité maintenir ce temps d'échange, d'apport de connaissances, malgré la situation compliquée sur l'ensemble des massifs montagneux alpins. Bien évidemment, la SSCI et l'ensemble des acteurs sont solidaires pour ouvrir au plus vite les remontées mécaniques et les domaines skiables cet hiver. Mais voilà, peut-être qu'il faudrait imaginer un plan B si cette situation perdure et si malheureusement on ne peut pas accéder au ski. Voilà, alors pendant 1 heure et demie à peu près, on va essayer d'échanger, d'essayer de comprendre aujourd'hui en quoi l'intelligence artificielle peut nous aider sur les actions, les missions sur ces territoires de montagne. Et donc à ce titre, je remercie Lucas Naxa, le PDG de la société Néovision, et Antoine Auberton de la société Enalps d'avoir accepté de contribuer pour ce temps de présentation euh, qui, qui se veut pardon, à la fois ludique, c'est de l'info un peu descendante, mais voilà, on comprend aujourd'hui que la situation, l'interactivité sera un peu différente de ce qu'on a l'habitude de vivre habituellement. Euh, Petit rappel sur le Club Euro-Alpin, donc c'est un réseau qui compte à peu près 200 membres, à la fois des entreprises, à la fois des territoires de montagne. Notre objectif, c'est de connecter les produits, les services qu'offrent les entreprises aux projets de ces territoires. Et donc, on réunit tous les ans entre 800 et 1000 acteurs à travers des rendez-vous professionnels ou à travers notre plateforme collaborative EcoBiz. Voilà, j'en profite pour saluer mes collègues du réseau EcoBiz, dans lequel Lucas et la société Néovision sont partenaires cette année. Voilà, le Club Alpin, c'est 70 intervenants professionnels. La plateforme, vous y accédez en ligne et bien évidemment beaucoup de veille que vous retrouvez sur l'ensemble de nos réseaux sociaux. Je n'irai pas plus loin sur cette présentation. On sera à votre écoute si vous avez des questions par rapport au réseau. Peut-être basculer sur l'agenda, Lucas, pour vous signaler qu'on a engagé en 2021 un certain nombre de rendez-vous sont déjà calés. C'est toujours dépendant, bien sûr, de l'actualité et de la complexité de la situation que nous vivrons sur ces territoires de montagne, mais on garde espoir. Et puis, les montagnards sont des gens toujours innovants. Donc, on va trouver des solutions pour faire en sorte que ces temps d'échange puissent avoir lieu. Voilà le sujet d'aujourd'hui, donc l'intelligence artificielle. L'objectif, c'est de comprendre aujourd'hui peut-être ce que c'est, parce que finalement, on a chacun une perception un peu personnelle de l'IA. On ne connaît pas forcément non plus les applicatifs. Et à ce titre, Lucas et Antoine vont nous expliquer un peu plus dans le détail comment ça peut se construire, à quoi ça sert, est-ce qu'il y a des risques à l'utiliser ou pas. Voilà un peu dans l'introduction ce que je voulais partager avec vous. Vous avez possibilité de poser des questions à travers un chat qui se trouve en bas sur votre écran à droite. Donc, n'hésitez pas à poser des questions et puis on fera un point à la fin de chaque présentation pour qu'on trouve des éléments de réponse. Et on essaiera également de vous laisser un temps de questions-réponses tout à la fin de la présentation. On va essayer de conclure pour 15h30 si on arrive à tenir les objectifs. Et puis, on vous enverra en ligne après une évaluation de cette heure et demie passée ensemble. Voilà, vous êtes à peu près 50 inscrits. Pour l'instant, on est à peu près la moitié en présentiel. On excuse nos amis de Team là, qui étaient en ligne avec nous à l'instant et qui malheureusement sont obligés de parer à l'actualité. Voilà.
D'autres stations sont présentes, je ne peux pas tous les citer. Voilà, j'en profite pour saluer l'Alpe d'Huez, j'ai vu Châtel, Auze, Vaujany et d'autres également. Voilà. Bon webinaire à tous et je laisse la parole à Lucas. Merci Francis, bonjour à tous. Donc, je vais vous parler aujourd'hui d'intelligence artificielle. Ma société Neovision, notre slogan c'est l'intelligence artificielle à la portée de tous. Et le message que j'essaierai de vous faire passer aujourd'hui, c'est de vous montrer que l'IA est vraiment accessible aujourd'hui aux différentes entreprises françaises, aux petites comme aux grandes, grâce à différentes avancées et vous montrer vraiment des applications concrètes de l'intelligence artificielle aujourd'hui dans le domaine de la montagne. Alors pour commencer, qui je suis? Moi je suis un ingénieur diplômé de l'ANSIMAG. J'ai fait l'ANSIMAG entre 2009 et 2012. Ensuite j'étais ingénieur R&D à l'INRIA, à Montbonneau. J'ai travaillé dans la domotique intelligente, faire en sorte que le bâtiment s'adapte à l'usage des personnes et non l'inverse. Donc faire en sorte globalement que la domotique s'adapte aux utilisateurs. J'ai aussi travaillé sur la robotique sociale, faire en sorte que les robots ne se prennent pas les chaises et les tables, c'est la base, mais après faire en sorte que un robot tienne compte du contexte social, par exemple, pour pas passer entre deux personnes qui sont en train de discuter, typiquement. Et puis j'ai aussi travaillé sur les premiers algorithmes de détection d'émotions, donc dans ce laboratoire. Et puis ensuite j'ai cofondé Neovision en 2014 avec deux associés, dont un qui travaillait avec moi à l'INRIA. Euh, et donc Neovision s'est spécialisé sur le domaine de l'intelligence artificielle. Euh, Et du coup, on a créé donc Neovision en 2014, comme je l'ai dit, pardon, excusez-moi. Et on aide en fait les sociétés à créer euh, des algorithmes et des logiciels intelligents. Je vous en parlerai un peu plus tout à l'heure. J'ai été très vite identifié par Minalogic et je suis devenu consultant logiciel pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, donc au travers du programme EasyTech, pour aider le transfert technologique entre les laboratoires et les entreprises, et également identifié par BPI France au travers d'une consultation qui avait été faite par le gouvernement pour la stratégie en intelligence artificielle euh, dans les années 2000, juste avant, au moment du changement de la présidence. Et donc aujourd'hui, j'aide les entreprises à innover en intelligence artificielle euh, grâce à un diagnostic data IA. Voilà, et puis il y a le MIAI, c'est un institut de recherche qui s'est lancé euh, à Grenoble. Il y en a quatre en France, en fait. Il y en a à Nice, à Toulouse, à Paris, à Grenoble. On a la chance en fait d'avoir cet institut ici. Et moi, je suis au comité stratégique de cet institut, donc j'aide l'institut sur toutes les décisions importantes. Pareil, donc cet institut, à quoi il sert et qu'est-ce qu'il est? Il sert en fait à favoriser et à développer les travaux de recherche entre les laboratoires et l'industrie dans le domaine de l'intelligence artificielle. Donc voilà, il y a une cinquantaine d'entreprises membres, euh, dont, dont Neovision. Et, euh, et voilà, il y a des shares avec des travaux de recherche en commun euh, sur plein de sujets différents. Et il y a un tiers de financement qui est apporté par le public, un tiers par le privé et un tiers par le monde académique. Voilà, donc qui on est Neovision? On est une société de conseil et d'ingénierie composée d'ingénieurs et de docteurs qui sont experts en intelligence artificielle. Donc ça veut dire quoi? Des gens qui font des mathématiques appliquées, de l'informatique et qui mettent leur expertise au service des entreprises pour les aider à identifier les bons projets en intelligence artificielle, savoir qu'est-ce qui est faisable, euh, évaluer le retour sur investissement des différents projets et ensuite les mettre en œuvre concrètement, les développer jusqu'à avoir une solution opérationnelle chez nos clients. Donc notre expertise, elle tourne autour du deep learning et du machine learning. Si ces mots sont encore des gros mots pour vous, je vous invite à regarder notre précédent webinaire avec Ecobiz, qui est une introduction pour démystifier un peu l'intelligence artificielle. Je pense que Francis vous enverra le lien également par mail à la fin de ce webinaire. Donc voilà, mais en gros, pour faire simple, le deep learning, le machine learning, c'est l'apprentissage par les données. C'est réussir à modéliser des problèmes, résoudre des problèmes complexes qu'on ne peut pas résoudre simplement avec de l'informatique ou alors avec une équation mathématique, en supposant que l'information se trouve dans les données. Et donc les domaines d'application qu'on aime bien à Neovision et qu'on maîtrise bien, c'est l'analyse d'images, computer vision, comprendre ce qu'il y a sur des images, sur des vidéos. Antoine de NLabs vous en parlera un peu plus tout à l'heure.
Le Natural Language Processing, c'est tout ce qui est compréhension naturelle de la langue, donc extraire automatiquement des informations de documents, de textes, qui ne sont pas forcément structurés comme dans un fichier ou dans une base de données, euh, dans un fichier Excel par exemple ou dans une base de données. Là, pouvoir extraire automatiquement les informations, savoir que le mot orange par exemple veut dire une couleur, une entreprise, un fruit ou une ville en fonction du contexte qui se trouve autour par exemple. L'analyse prédictive, j'en parlerai un peu dans ma présentation, c'est prédire le futur à partir du passé avec un ensemble de données hétérogènes. Ça peut être des données internes à l'entreprise ou alors des données externes qu'on peut aller chercher soit en open data parce qu'elles sont accessibles, soit dans des données qui sont payantes, comme par exemple les prédictions météo. Voilà, et récupérer ces données-là pour en tirer de la valeur et prédire des choses euh, dans un historique par rapport à un historique passé. Et ensuite, un domaine qui est un peu moins connu, c'est la recherche opérationnelle. C'est tout ce qui est optimisation sous contrainte. Donc là, on va parler euh, d'optimisation logistique, de recherche de plus courts chemins pour votre GPS par exemple. Mais on peut aller jusqu'à optimiser euh, les empactages. Voilà, voilà. Je vous donnerai quelques exemples également tout à l'heure de recherche opérationnelle. Donc voilà pour notre expertise. Et concrètement, avec tout ça, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va de la définition du besoin jusqu'à l'intégration et on fait des IA qui sont sur mesure parce qu'aujourd'hui, grâce à la communauté open source notamment, aux différents papiers de recherche, en fait, la communauté d'intelligence artificielle est très ouverte et publie toutes ces avancées. Donc les plus grands chercheurs de Facebook, de Google et des autres laboratoires privés publient leurs avancées. Et en ayant les compétences qu'on a pour comprendre ces papiers de recherche et utiliser vraiment les derniers algorithmes qui sont implémentés en open source, on peut après les mettre en œuvre concrètement sur les données de nos clients et développer des IA qui sont très adaptées et vraiment avec les meilleures performances sur mesure par rapport au contexte et aux données de nos clients. Et quelques chiffres clés, puis après je vous parlerai d'intelligence artificielle appliquée à la montagne. On existe depuis 2014, on est 22 personnes, plus de 80 clients et 250 missions réalisées, avec une forte croissance chaque année. Donc l'IA, qu'est-ce que c'est? Je vous invite à regarder notre autre webinaire si vous voulez aller plus dans le détail, mais je vais vous montrer un petit exemple en 2 minutes, un exemple de machine learning. Donc voilà, un exemple de Teachable Machine. Je vais vous montrer comment apprendre, comment, un programme informatique peut apprendre et ensuite faire une prédiction à partir de ce qu'il a appris. Donc là, j'ai deux classes. La première classe, ce sera la classe Lucas, donc moi-même. Je vais pour ça utiliser ma webcam. Euh, Effectivement, il me demande la permission. Alors, 2 secondes. Utiliser la page. Eh ben, je pense que mon exemple ne va pas marcher. Je ne sais pas pourquoi. Hum, Peut-être qu'il faut que je coupe ma caméra sur WebEx. Quelqu'un peut couper. Francis, tu peux couper ma caméra, s'il te plaît? Si c'est possible pour toi. Hum, Excusez-moi, 2 secondes. Voilà. On va voir si ça marche maintenant. Voilà, très bien. Donc là, vous voyez ma tête normalement, que je vais appeler Lucas du coup. C'est la première classe. Et je vais enregistrer quelques images de ma tête, comme cela, à droite, à gauche. Très bien. Donc là, j'ai 110 images de ma tête un peu dans tous les sens. La deuxième classe, c'est non Lucas, on va dire. Pas de Lucas, allez. Voilà. Et du coup, je m'enlève, je prends quelques images où je ne suis pas là. Bon, je vais faire simple, hein, j'ai un fond, le fond derrière moi. Et ensuite, une fois que j'ai cette base de données, donc c'est important d'avoir des images de la classe numéro 1, donc là j'ai des images de moi, et des images de la classe numéro 2, donc des images sans moi. Et ensuite, je vais entraîner mon modèle à trouver en fait les meilleurs paramètres qui permettent de différencier une image où je suis dessus d'une image où je ne suis pas dessus. Et ensuite, j'obtiens donc un modèle qui, à partir d'une nouvelle image, pas forcément une image qu'il a déjà vue, est capable de dire si c'est la classe 1 Lucas ou la classe 2 pas Lucas. Donc là, vous voyez, il prédit à 100% que c'est moi. Si je m'enlève, il prédit que je suis dans la classe numéro 2 pas de Lucas. Normalement, il est assez robuste puisque je lui ai montré un peu quelques exemples.
Effectivement, si je mets une tasse là où je me cache, c'est possible qu'il ne me retrouve plus. Donc là, c'est un modèle très simple avec très peu de données et il tombe forcément dans un problème qui s'appelle l'overfitting, c'est-à-dire il aura, il aura appris ou surappris sur les données que je lui ai données. Et donc, il aura peu de chances finalement de se tromper dans le cas où je me trouve. Et il faudra certainement plus de données si je veux, par exemple, pouvoir différencier différents fonds, par exemple, ou alors d'autres habits que j'aurais pu avoir sur moi ou d'autres couleurs de cheveux, par exemple. Donc voilà, juste un petit exemple pour vous montrer un peu le principe. J'ai une base de données, j'ai un modèle qui apprend sur cette base de données, et après, sur une nouvelle donnée, il est capable de prédire quelle est la bonne classe associée. Donc voilà en 2 minutes ce qu'est le machine learning. Je reviens sur ma présentation maintenant. Vous voyez bien mon écran? Oui, très bien. Donc maintenant, je vais vous parler un peu de différentes applications de l'IA dans le domaine de la montagne. La première, améliorer l'expérience. Je les ai un peu catégorisées enfin, on les a un peu catégorisées dans différentes catégories. La première, améliorer l'expérience tourisme. Donc globalement, l'intelligence artificielle, elle permet plusieurs choses. Vous avez sûrement dû entendre parler de chatbot. Donc qu'est-ce que c'est un chatbot? Globalement, c'est un assistant intelligents. En fait, en vrai, ils sont pas si intelligents que ça. Les chatbots aujourd'hui, c'est plutôt des grands arbres de discussion, de décision par rapport à une phrase que l'utilisateur aura pu dire. La grande différence, c'est que par rapport à avant, c'est que maintenant, on est capable de beaucoup mieux comprendre les phrases qui sont dites. C'est-à-dire qu'en fonction euh, il peut y avoir des fautes d'orthographe, la phrase peut être formulée de différentes façons. On n'aura pas besoin d'écrire toutes les façons, euh, toutes les phrases possibles. On aura juste besoin d'écrire un peu les intentions des personnes et on sera capable de détecter finalement quelle est la bonne réponse en fonction de l'intention. C'est des technologies qui sont largement déployées, donc elles sont maîtrisées par les GAFA depuis un certain temps et ils proposent des plateformes. Il y a même des plateformes gratuites et open source maintenant qui existent pour utiliser ce type de technologie. Clairement, l'arbre, il est aujourd'hui figé. On doit travailler en fait avec nos clients pour définir en fait cet arbre de décision. Mais ça permet d'avoir notamment un contact client 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Ça permet de répondre sur les questions classiques, les questions, on va dire, là où avant on mettait en place un FAQ, on peut avoir du coup une interaction plus rapide et plus intelligente et plus ergonomique avec le client. Ça facilite l'accès à l'information et globalement, ce que ça permet, bah, c'est une meilleure relation client, une optimisation du traitement, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'avoir des personnes qui sont 24 heures sur 24 disponibles pour pouvoir répondre. Souvent, on va baisser le niveau de qualité de la réponse pour pouvoir assurer ce niveau d'interaction, alors que dans 80% des cas, les questions elles sont classiques, c'est toujours les mêmes, et un chatbot est largement suffisant pour ça. Effectivement, si on se retrouve dans les 20% des cas ou 10% des cas qui sont des cas complexes, on peut détecter automatiquement qu'on sort finalement de l'arbre et rediriger le client vers un opérateur à ce moment-là. Et donc forcément, on a un meilleur taux de conversion parce que on peut, dans le cas où un client cherche un produit, par exemple, on peut le rediriger vers le bon produit et lui recommander euh, le produit qui répond à ses attentes. Donc ça facilite finalement la recherche de l'information euh, sur un site web, par exemple, ou sur une application mobile. Voilà pour les chatbots. La reconnaissance vocale en termes de technologie s'est beaucoup développée aussi les dernières années. Elle est vraiment mature aujourd'hui. Elle permet de faciliter la saisie d'informations. Donc ça facilite l'expérience client. De la même manière que, bah, pour vous dire un peu, Google a annoncé il y a quelques années, il y a 2 ans maintenant, que les moteurs de recherche vont évoluer vers finalement des moteurs d'interaction. Les utilisateurs sont plus en train de chercher finalement le contenu, mais c'est le contenu qui va aller vers l'utilisateur et inversement, les utilisateurs n'auront plus finalement à taper les bons mots-clés, mais pourront naturellement en fait euh, dire ou écrire une question et c'est au moteur finalement de reconnaître et de reconnaître ce que l'utilisateur veut et lui remonter la bonne information. Et pour ça, la reconnaissance vocale, vous avez dû la voir se développer dans les différents téléphones portables, applications mobiles et autres sites web, permet finalement de faciliter la reconnaissance de l'information. Ce que ça permet également, ça permet de capter plus de données. On a finalement le ton avec lequel la personne pose la question, on a l'émotion,
La détection d'émotions marche très bien aujourd'hui. On est capable de savoir si quelqu'un est énervé, s'il est frustré, s'il est content ou pas. Et donc, en fonction de ça, d'adapter le discours et d'adapter la réponse à l'utilisateur. Et surtout, il y a quelque chose qui s'est vachement développé dans les dernières années également, qui a beaucoup progressé, c'est la traduction automatique. Encore il y a 5 ans, on était sur la traduction statistique. Maintenant, on est vraiment sur de la traduction avec de l'intelligence artificielle qui se base sur des grandes bases de données et qui permet d'avoir un taux de performance vraiment, vraiment bon. À partir du moment où on a du contexte, les traducteurs aujourd'hui permettent de casser la barrière linguistique et donc de faciliter grandement l'interaction avec les utilisateurs de différentes langues. Et notamment, ça permet d'avoir une réponse optimale euh, dans certains contextes. Aujourd'hui, dans le contexte de la montagne, c'est un contexte qui est très touristique, qui est multilangue pardon, et international. Et donc, la traduction aujourd'hui est un incontournable euh, pour qu'un étranger finalement puisse interagir avec son milieu de manière naturelle et ergonomique. Ensuite, il y a la reconnaissance visuelle en termes de technologie qui s'est beaucoup développée. Euh, donc là, il y a vraiment des applications qui sont très multiples. À partir du moment où on a une caméra ou alors un appareil photo, on peut reconnaître finalement ce qu'il y a dans l'image. On peut faciliter la saisie de l'information plutôt que de demander à l'utilisateur de rentrer à la main le texte qui correspond à ce qu'il veut chercher. On peut lui demander de prendre une photo, par exemple. Je vous donne un exemple très concret tout à l'heure. Ça permet de connecter finalement le monde physique au monde digital. Maintenant, on a tous un smartphone dans la poche. La dernière fois que je suis allé skier, moi j'avais mon smartphone dans la poche et j'envoie des SMS, je prends des photos et donc des applications qui permettent de reconnaître euh, ce qu'il y a autour de moi à partir de mon téléphone portable, à partir de l'appareil photo et la vidéo de mon téléphone portable, me permet de me remonter les bonnes informations au bon moment en fonction de ce qu'il y a autour de moi. Donc on a tous finalement dans notre poche un outil qui permet de comprendre notre environnement et d'apporter des informations complémentaires grâce à la reconnaissance visuelle. Et tout ça, dans le domaine de la montagne et du tourisme de manière générale, ça permet d'avoir des assistants et des guides virtuels qui permettent en fait, globalement, ça permet quoi? Ça permet de contextualiser l'information qui se trouve autour de nous, les données qui se trouvent autour de nous, d'apporter de la proximité finalement entre les utilisateurs et les choses qui se trouvent autour de lui, parce que ça permet de vulgariser et de rapporter de l'information. C'est toujours dans le but d'apporter la bonne information au bon moment et d'enrichir finalement l'expérience de l'utilisateur. Il y a beaucoup d'informations finalement, on ne peut pas mettre tout dans un guide papier euh, parce que on peut le faire, mais l'utilisateur ne va pas forcément tout parcourir, alors que avec ces technologies-là de reconnaissance vocale, de reconnaissance d'image et de chatbot, on peut justement interagir de manière fluide et de manière efficace en apportant pile la bonne information comme il faut. Un exemple très concret de ces technologies-là, c'est pour le Street Art Festival de Grenoble. On a développé une application mobile euh, pour eux. Donc je vais prendre un petit moment pour vous présenter ça. Voilà. Donc là, je suis sur la page du Street Art. Vous voyez bien la page? Bon, je suppose que oui. Vous voyez ici donc l'application ici en petit. Donc globalement, vous avez alors, vous pouvez la télécharger, hein, l'application, elle est gratuite, c'est sur street-art-fest.web.app, vous voyez l'URL en haut. Et globalement, vous pouvez voir les différentes œuvres par édition. Là, par exemple, on a les œuvres de l'année 2018, 2019, etc. Sur 2019, par exemple, vous voyez après sur la ville les différentes œuvres. Et si je clique au hasard sur une œuvre, par exemple la Rose Girl qui se trouve place à Chavant, on voit Shepard Fairey qui a qu'est-ce qu'il a voulu dire par cette œuvre-là, la petite vidéo de making of. Si on a, ouais, voilà, quelques informations de best-of. Si on a de la chance, on trouve aussi la vidéo de timelapse de Nlapse qui montre comment a été fait l'œuvre. Quelques informations de making of. Tu nous en parleras peut-être un peu après, Antoine. Et puis après, sur l'auteur, voilà, sa petite bio, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que si on se trouve devant une œuvre et on, on se balade dans la rue, on se retrouve devant une œuvre, on ne sait pas ce qu'elle est, on peut la prendre en photo, ça va la reconnaître et apporter toutes les informations associées à cette œuvre à l'utilisateur. Et donc finalement, ça permet de retrouver d'autres œuvres dans la ville du même auteur
d'apporter la bonne information finalement au bon moment et d'enrichir finalement l'expérience touristique de l'utilisateur grâce à une application très simple euh, de, de base de données finalement des différentes œuvres, des différents auteurs. On peut retrouver les œuvres des autres auteurs dans la ville. Si on est intéressé par un parcours, par exemple, on peut aussi trouver des parcours art engagé. Voilà une petite heure de balade où je pourrais visiter et voir différentes œuvres d'art engagé. Donc voilà un exemple concret avec de la reconnaissance visuelle et avec une expérience enrichie par une base de données derrière. Donc en y à la montagne, je vois d'autres exemples, notamment pour mieux connaître ses clients, pour les satisfaire. Donc là, j'ai identifié quelques exemples, notamment sur la connaissance client. Aujourd'hui, on a beaucoup d'informations qui sont issues des réseaux sociaux, mais aussi des forums, des différents mails que les utilisateurs que vos clients peuvent vous envoyer. Et tout ça, c'est du contenu. Il y en a beaucoup. C'est difficile de les analyser un par un, mais grâce à l'intelligence artificielle, aujourd'hui, on peut extraire automatiquement des informations, extraire du contenu pertinent, analyser la sémantique, donc le sens de ce contenu-là. Et donc là, on peut identifier des tendances, identifier des avantages concurrentiels assez rapidement, identifier le niveau de satisfaction de nos clients et à savoir en fait globalement quelle est leur perception de l'image de marque de la société, savoir si elle est plutôt bonne, plutôt mauvaise, pouvoir suivre l'apparition d'un nouveau produit par exemple et voir sa notoriété, voir comment est-ce qu'elle évolue. Identifier aussi des axes d'amélioration, bah, savoir globalement quels sont globalement les mots qui sont utilisés et le sens de ces mots par les utilisateurs sur les différents canaux de communication qu'on a. Et globalement, identifier aussi des nouvelles activités euh, grâce à ces informations-là. Donc c'est beaucoup de grands groupes utilisent maintenant cette analyse fine de comment les clients communiquent sur leur marque. Ça permet d'avoir un temps d'avance, ça permet de satisfaire au mieux les clients et de proposer du contenu vraiment adapté à leurs attentes. Sur la connaissance client, il y a aussi tout ce qui est clustering client. Donc là, globalement, le clustering, qu'est-ce que c'est? C'est regrouper les utilisateurs par groupe homogène. Donc ça, c'est du marketing, on fait ça depuis longtemps, mais généralement, on fait ça avec des critères un peu à l'ancienne, c'est-à-dire l'âge, le sexe, la ville, par exemple. Mais aujourd'hui, sachez que le clustering, la nouvelle génération de clustering ne regarde quasiment plus euh, ce type de paramètres. Ils vont regarder finalement le parcours d'achat ou le parcours finalement de l'utilisateur. Et à partir de ce parcours-là, on va pouvoir dire que telle et telle personne sont similaires ensemble parce qu'elles ont un peu le même comportement. Elles ont acheté les mêmes choses, elles ont été intéressées par les mêmes choses, elles ont la même fréquence d'achat, la même appétence finalement. Et il se peut que Antoine et moi, on ait les mêmes recommandations de Netflix parce qu'on regarde et on aime les mêmes choses, alors que dans la vie, on n'a pas du tout les mêmes caractères socio-économiques. Bon, là, en l'occurrence, c'est le cas, mais euh, je pourrais prendre le profil de ma mère ou alors euh, d'une jeune adolescente. Si on se comporte de la même manière au niveau achat et comportement d'achat, il n'y a aucune raison qu'on ne nous recommande pas les mêmes choses. Et donc, aujourd'hui, il y a des algorithmes qui prennent en entrée les différents paramètres des utilisateurs, comportement d'achat, ajout au panier, qu'est-ce que j'ai consommé, qu'est-ce qui m'a intéressé, qu'est-ce que j'ai lu, qu'est-ce que j'ai, voilà, toutes ces informations-là, pour les regrouper par du clustering, donc les regrouper par groupe d'utilisateurs cohérents. Et ensuite, bah, on vient faire du marketing ciblé pour chaque groupe et chaque cluster. C'est comme ça que on a des grands comme Netflix qui vont recommander et créer même du contenu sur mesure pour des groupes d'utilisateurs donnés, faire des bandes annonces et des publicités ciblées pour ce groupe d'utilisateurs. Et par exemple, on va avoir trois clusters de clients, et pour chacun des clusters, il va y avoir une pub spécifique pour ce cluster-là, ce qui fait que ça augmente énormément le taux de conversion. Et on est vraiment sur du marketing ciblé avec une cible qui est trouvée et calculée automatiquement grâce à l'intelligence artificielle. Ça permet de personnaliser l'offre et de faire des campagnes vraiment adaptées. Associé à ça, il y a la recommandation personnalisée qui aujourd'hui est utilisée partout sur Internet, qui semble, comment dire, pas apporter. On a l'impression qu'il faut beaucoup de données, mais en fait, contrairement à l'idée reçue, avec assez peu de données, on peut déjà recommander des choses de manière très pertinente. Vous avez dû voir, bah, quand vous vous baladez sur un site,
assez vite en fonction de votre navigation. On va vous recommander des choses qui vont être pertinentes parce qu'en fait, vous allez très vite coller en fait à des utilisateurs qui vont avoir le même comportement que vous. Et donc, ça s'appelle du filtrage collaboratif. C'est savoir en fait quels sont les profils qui vous ressemblent le plus pour vous recommander finalement les mêmes choses. Ça se base sur une bonne connaissance du client. Il faut quand même un peu d'historique pour ça. Mais en fait, assez vite, on peut pousser des bonnes offres, pousser des produits qui sont complémentaires ou similaires à ce que les utilisateurs ont ajouté à leur panier, par exemple. Euh, et ça permet en fait d'avoir une offre voilà, qui permet de faire du cross-sell, enfin des technologies qui permettent de faire du cross-sell ou alors de l'upsell. Donc ça permet d'améliorer le taux de conversion et d'avoir un taux de conversion qui est maximal. Et enfin, ces recommandations personnalisées, elles permettent également d'avoir des expériences qui sont personnalisées, de faire vraiment, notamment dans le domaine de la montagne, ça permettrait de faire des séjours qui sont à la carte, recommander les bonnes activités et faire en sorte que l'utilisateur finalement ait le bon, ait un parcours ou du moins une activité qui soit vraiment adapté par rapport à ce qu'il a envie ou par rapport à des utilisateurs qui lui ressemblent. Donc la segmentation c'est important et ensuite la recommandation elle permet de recommander des produits qui existent ou alors de construire à la volée des produits qui sont pile adaptés aux utilisateurs. Et un exemple concret d'application de ces technologies-là, c'est pour Colibris, donc une société qu'on a accompagnée sur la recommandation littéraire. Là, on avait un ensemble de lectures, donc de produits qui sont rentrés par les utilisateurs dans l'application mobile. Et en fonction des lectures des utilisateurs, on vient recommander finalement des livres qui sont similaires ou alors complémentaires, différents, mais que des utilisateurs similaires ont aimé ou ont lu. Et ça a permis en fait à l'application d'avoir ces recommandations en live sur l'application mobile, mais également puisqu'ils envoient des colis avec des livres chaque mois, ils ont un produit qui s'appelle le Petit Colis, ça leur a permis d'automatiser finalement la logistique de ces envois-là pour pouvoir envoyer chaque mois des livres qui sont pertinents pour les utilisateurs. Donc il y a différents aspects aussi bien sur la recommandation, euh, recommander le bon produit au bon moment, mais également pour améliorer la logistique de la société. La recommandation personnalisée a permis pas mal de choses. Donc en termes de logistique maintenant, il y a pas mal de choses. Euh, L'IA permet une gestion optimisée. Alors là, je vous ai sorti quelques exemples concrets dans le domaine de la montagne. Pour venir sur place, il y a la prédiction des flux des touristes. Ben, savoir en avance combien de personnes globalement on va venir, c'est assez important. Et donc pour ça, il faut utiliser les données qui sont à notre disposition. Il y a des données en open data, il y a les historiques passés également. On peut utiliser la météo par exemple, on peut utiliser des données d'autres activités ou d'autres sites. Il y a aussi l'optimisation des tournées, faire en sorte que les navettes soient optimisées en fonction de ces flux touristiques, mais également adapter la taille des navettes. Je vous donnerai un exemple tout à l'heure. La prédiction des stocks également, avoir le bon contenu, la bonne quantité de stock en fonction des afflux touristiques pour pas être en rupture de stock ou pas être en surstock. Et tout ça, ça permet d'optimiser de manière proactive la logistique et pas l'inverse. Ça permet forcément des économies financières et d'avoir un niveau de service optimal parce que ça permet aux utilisateurs de ne pas être soit en attente, soit frustrés parce que le service n'est pas assuré. L'intelligence artificielle permet également d'optimiser les consommations énergétiques. Donc, on a pas mal travaillé sur pas mal de sujets en optimisation énergétique. Donc, avec la prédiction des flux et le comptage des touristes, on peut prédire la consommation. Et donc, on peut lisser de manière intelligente les pics et avoir finalement une optimisation de la consommation et de la production euh, des, qui est réalisée, avec notamment des batteries et des choses qui peuvent accumuler l'énergie. Ça permet d'avoir des économies financières assez importantes finalement et un impact environnemental réduit, chose sur lesquelles les clients et les utilisateurs aujourd'hui sont très sensibles. Donc c'est un impact marketing non négligeable au-delà de l'aspect financier. L'exemple concret dont je voulais vous parler, c'était pour Transart, donc c'est une société de transport scolaire qui était venue vers nous à la base pour parler de l'optimisation du recrutement.
savoir où recruter les personnes en fonction des tournées qui existaient. Et en fait, en analysant leurs données au travers d'un diagnostic dont je vous ai parlé tout à l'heure, euh, on a analysé les données et on s'est rendu compte qu'on pouvait déjà optimiser les trajets, enfin pas optimiser les trajets, mais optimiser l'association des transporteurs au trajet, donc associer finalement la bonne personne au bon trajet. Et en faisant ça, en analysant rapidement, en faisant une petite étude, on a trouvé qu'on pouvait déjà optimiser 50 000 km par an en affectant les bonnes personnes en- au bon trajet. Et ensuite, en mettant en œuvre le logiciel pendant 6 mois, 6 mois de développement de logiciel, puis 3 mois de mise en œuvre du logiciel, la société a réussi à optimiser 500 000 kilomètres par an assez rapidement. Et donc aujourd'hui, chez eux, c'est énormément d'économies, puisque 1 kilomètre, c'est 1 euro. Ça fait aussi des gains au niveau environnemental, puisqu'il y a moins de gasoil utilisé. C'est aussi un gain euh, au niveau de leurs ressources humaines, puisqu'ils ont des transporteurs qui sont plus contents et parce ils sont plus près de leur lieu de travail, euh, plus en contact avec les personnes qui transportent. Et aujourd'hui, on travaille sur l'optimisation de la taille des cars, faire en sorte que l'écart soit de la bonne taille en fonction des statistiques d'affluence et des contraintes qu'il peut y avoir autour. Et également générer à la volée les bonnes tournées pour justement ne plus avoir à se creuser la tête, à essayer de construire les tournées la veille pour le lendemain, sachant qu'un humain n'est pas capable d'emmagasiner les centaines de contraintes et les milliers de possibilités qui s'offrent à lui, alors que l'intelligence artificielle, grâce à des algorithmes d'optimisation et de recherche opérationnelle, est capable de faire ça assez facilement. Voilà, sur le domaine skiable, l'IA a pas mal d'applications également. Je vous en ai sorti quelques-unes ici. Donc l'optimisation de la production de neige. Aujourd'hui, on utilise euh, pas mal d'empirisme pour savoir quand enneiger, alors qu'aujourd'hui, on a pas mal d'historique. On pourrait justement identifier les paramètres optimaux de température, de pression, d'humidité, etc., et de niveau d'enneigement euh, pour savoir comment enneiger. Alors c'est un vrai métier, il y a de vraies connaissances sur ces sujets-là. Mais aujourd'hui, l'intelligence artificielle permettrait d'avoir une aide à la décision pour se baser sur l'historique et dire, bah voilà, dans des conditions similaires par le passé, euh, il y a tel et tel enneigement qui a été fait ou qui était efficace. Ça permettrait en fait d'avoir une meilleure qualité de la neige et globalement moins de ressources utilisées pour l'enneigement. Donc la maintenance prédictive, on en parle beaucoup. Je vais casser le mythe tout de suite. C'est pas quelque chose qui fonctionne bien quand on est sur des cas rares ou des cas comment dire, pour lesquels on n'a pas d'historique. La maintenance prédictive, ça marche bien quand on est sur des cas classiques de panne pour lesquels on a un historique. Et donc pour ça, on peut apprendre sur l'historique de données. Typiquement, on peut avoir des capteurs de vibration, des données de consommation d'électricité ou toutes les informations finalement qu'on va capter. Là, j'ai mis un exemple sur les remontées mécaniques. Euh, euh, et on peut identifier, détecter des signaux annonciateurs de panne pour programmer finalement une maintenance. Et donc le gain derrière, c'est plus d'arrêt en pleine journée, faire forcément des clients qui sont plus satisfaits puisqu'ils ils attendent moins, ils sont moins bloqués euh, et- pendant ces pannes-là, et faire finalement anticiper finalement les maintenances la nuit quand on a détecté que potentiellement il pourrait y avoir un problème. Et enfin, mon dernier exemple, c'est la montagne et la sécurité dans la montagne. Donc, globalement, l'intelligence artificielle, selon moi, permet d'avoir plus de sécurité euh, en montagne. Sécurité sur les remontées, bon, il y a pas mal de choses qui sont déjà déployées, mais aussi sécurité sur les pistes. Grâce aux caméras et grâce à l'analyse vidéo, on pourra détecter des problèmes et intervenir plus vite. Et notamment, on pourra prédire des blessés, prédire des comportements dangereux euh, et anticiper certaines choses pour lesquelles aujourd'hui on- on agit après, parfois un peu tard, et pour lesquelles l'intelligence artificielle permettra de plus de sécurité pour nos pistes.
Voilà, l'exemple que je voulais vous donner, c'est un sujet sur lequel on travaille depuis longtemps à Neovision, c'est la caractérisation d'activités humaines. Donc on travaille beaucoup, notamment avec des caméras infrarouges, parce que ça permet de respecter la vie privée des personnes. On ne peut pas identifier les personnes sur ces images-là, notamment quand elles sont de petite taille. Et on travaille sur des sujets comme le comptage, compter le nombre de personnes qu'il y a, barrière de comptage, savoir combien de personnes passent à un moment donné, pour connaître l'affluence notamment. La détection de posture, savoir si une personne est assise, debout, couchée, qu'est-ce qu'il est en train de faire globalement, pour adapter adapter le service à la personne. Et un des sujets sur lesquels on a pas mal travaillé, c'est la détection de chute, savoir si une personne, vous voyez des exemples d'images sur la gauche, savoir si une personne est en train de tomber pour lever une alerte en cas de problème. Donc voilà pour ma présentation. Je suis ouvert à vos questions maintenant et à vos réactions. Parfait, merci, merci Lucas. Alors, pas beaucoup de questions là sur le chat. Je suis pas sûr qu'il soit hyper actif. On voit que le spectre de l'IA est relativement vaste, hein, et couvre à la fois plein de domaines avec plein d'applications. Ce que je vous propose, s'il n'y a pas de questions, c'est peut-être d'enchaîner avec la présentation suivante, avec une illustration peut-être plus orientée sur l'image. Alors, il y a une question qui Ah, il y a une arrive question. de Céline. Une IA pourrait centraliser les informations de différents supports tels que Facebook, Instagram, LinkedIn vers les centres d'intérêt d'un client, par exemple, et proposer une segmentation en vue d'une campagne d'emailing automatisée. Oui, complètement, oui. C'est exactement l'exemple que je donnais tout à l'heure sur la segmentation client. On peut utiliser justement différents types d'informations. On pourrait imaginer un crawler, par exemple, qui vient récupérer toutes les informations d'une page Instagram, par exemple, toutes les informations publiées également sur sa page Facebook, pour voir quels sont les clients qui se ressemblent, et ainsi les relier après à son CRM. Euh, et une fois on a cette liaison-là, finalement, c'est enrichir son CRM de ces informations externes qui sont publiques finalement, pour ensuite faire un emailing qui soit ciblé par segmentation. Je vous ai donné l'exemple tout à l'heure de Netflix qui faisait des séries et des bandes annonces euh, par segment utilisateur. Il faut savoir par exemple que les vignettes, les imagettes que vous voyez sur Netflix, moi je ne vais pas voir la même imagette que vous en fait. L'imagette elle est choisie en fonction de mon segment et de ce que Netflix aura évalué comme étant le plus pertinent pour moi. Et donc pour ça, ça utilise de la segmentation et toutes les informations qu'il aura pu récolter. Ok, des questions sur la classification des touristes, de quoi il faut partir de quoi? C'est-à-dire de quel élément on part pour travailler sur la classification des touristes? Alors est-ce qu'on peut préciser la question, qu'est-ce que vous entendez par classification de touristes? C'est Pierre Damien qui nous pose Alors, cette on peut parler du coup? Oui, Oui, bien sûr. Bonjour. Je vous reprends. Oui, en fait, tout à l'heure, dans l'exemple, tu parlais de classification, de catégorisation de personnes, de Oui. personnel. Donc là, je suis allé directement dans la classification des touristes pour savoir s'il y a des touristes qui préfèrent effectivement la piscine, le ski ou le golf. Ouais. De quoi il faut partir? Il faut avoir une base de données, une station. Elle peut partir de quoi? Qu'est-ce qui, quel est le format de type de données qu'on pourrait imaginer créer pour que effectivement une IA au service d'un OT puisse se réaliser? Eh bien, il faut avoir, en fait, pour un touriste donné, il faut savoir avoir des informations sur lui, un minimum. Donc, le mieux, c'est quand on a les informations de passé. Typiquement, on sait ce qu'il a acheté par le passé. Donc, avoir une base de données client et tracer le client dans le temps, c'est super important. Typiquement, si on sait que, il a été intéressé par tel et tel, qu'il a acheté tel et tel produit, on va pouvoir lui recommander des produits qui sont similaires à des produits que des clients similaires ont achetés. Donc c'est ce que j'appelais le filtrage collaboratif tout à l'heure. Et donc en termes de base de données, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut savoir qu'est-ce qui l'a intéressé, sur quoi, qu'est-ce qu'il a lu comme article sur le blog par exemple, ou sur le site web, qu'est-ce qu'il a acheté comme produit, qu'est-ce qu'il a ajouté au panier, avoir un peu la trace de son comportement d'achat ou de son comportement utilisateur en fait. Et à partir de là, on va pouvoir le classer, comme tu dis, dans une certaine typologie d'acheteurs, et lui recommander les produits qui vont bien lui plaire. Finalement, on ne va pas
classer l'utilisateur, mais on va faire le lien entre l'utilisateur et les produits. Et scorer, finalement, mettre un score sur les différents produits en fonction de l'utilisateur. Là où c'est difficile, ça s'appelle le cold start, c'est quand on n'a aucune information sur l'utilisateur. À ce moment-là, bah, on essaie de récupérer des informations un peu comme on peut, c'est-à-dire on va interagir avec l'utilisateur, on va le forcer ou lui forcer la main un peu pour naviguer sur le site, voir un peu comment il réagit aux différents produits, et ainsi, une fois qu'on commence à récupérer de l'information, là on va pouvoir commencer à lui recommander des choses. Ok, merci. Des questions sur la protection des données d'une manière un peu plus générale. Quelles sont les données qui sont accessibles, comment elles sont protégées, le lien avec la RGPD. Eh bien, pour la RGPD, vous devez anonymiser vos données, c'est-à-dire qu'un utilisateur, finalement, c'est un identifiant. Ça s'appelle la pseudonymisation exactement de la donnée. Et finalement, vous n'avez pas besoin du nom et du prénom de la personne euh, pour, euh, pour faire le filtrage collaboratif dont je vous parlais tout à l'heure. Il suffit d'avoir un identifiant et finalement son parcours d'achat. Et donc c'est pour ça que on est capable aujourd'hui de recommander les bons produits aux personnes tout en respectant euh, la RGPD. On peut également adapter le prix en fonction de l'offre et de la demande, tout en respectant l'anonymat de la personne qui se trouve en face de nous. Finalement, on sait qu'est-ce qui plairait à la personne sans savoir vraiment qui est la personne. Après, bien sûr, il faut bien séparer les bases de données. Il y a des règles à respecter qu'on a depuis longtemps en France avec la CNIL, hein, bien sûr, euh, sur nos bases clients. Mais il est totalement possible de faire de l'intelligence artificielle sur des données pseudonymisées euh, sans finalement perdre en performance sur les algorithmes. Ok, une question sur les solutions. Est-ce qu'il y a des solutions sur étagère pour implémenter des solutions à base d'IA ou est-ce que c'est chaque fois du sur-mesure? Alors, il existe des solutions sur étagère. Il y en a pas mal hein, qui vont à chaque fois adresser une problématique bien précise. Euh, mais en intelligence artificielle, il y a beaucoup de travail sur les données. Donc, finalement, euh, il faut toujours un peu de travail sur préparer les données, les rendre adaptées finalement à l'algorithme. Et en fait, avec les algorithmes qui sont un peu sur étagère, vous allez avoir des performances qui sont on va dire, moyenne par rapport à ce qui se fait. Si vous allez être dans un cas un peu particulier, vous allez vouloir, je ne sais pas si vous vous dites, bah, je veux pouvoir reconnaître telle espèce d'animal à tel endroit, bah, vous n'allez pas trouver d'intelligence artificielle sur étagère qui va reconnaître les loups, par exemple. Vous allez devoir créer vous-même, euh, avoir des bases de données et créer vous-même euh, l'intelligence artificielle. Et c'est là où NeoVision tout son sens, puisqu'on est capable de prendre les derniers algorithmes et les adapter et créer et vous aider à créer les bases de données aussi. Contrairement à ce qu'on pense, on n'a pas besoin de millions d'images ou de millions de données pour pouvoir entraîner une intelligence artificielle. Aujourd'hui, on est capable de développer des IA qui s'entraînent sur très peu de données, puisque on a des IA qui sont pré-entraînées, on va dire, sur des grandes quantités de données pour adresser des problèmes un peu génériques, et puis après les spécifier sur des problèmes plus spécifiques. Et là, on aura besoin de quelques milliers d'images ou quelques milliers de données seulement pour arriver à des performances de l'état de l'art. Après, il y a des problèmes qui sont très complexes. L'IA ne peut pas tout résoudre. C'est pour ça qu'il faut bien analyser la question au début et évaluer le gain que peut avoir une solution spécifique par rapport à une solution générique. C'est aussi notre métier de conseil de vous dire, bah là, vous devriez partir sur une solution générique du marché qui fera très bien l'affaire, ou alors là, bah, vous êtes vraiment sur un cas compliqué avec des données spécifiques de votre matériel ou alors de votre contexte. Et une IA fait sur mesure vous permettra d'avoir un gain concurrentiel ou un gain de performance que les autres n'auront pas euh, au prix du coup d'un développement sur mesure. Ok, merci Lucas. Comment se passe un diagnostic sur l'IA, par exemple, aujourd'hui, avec des stations qui travaillent beaucoup sur leur base de données clients, que ce soit pour les exploitants ou les offices, voilà, les personnes qui sont en lien avec les tour opérateurs. Aujourd'hui, comment se passe un diagnostic et qu'est-ce que ça peut représenter en termes de coût? Est-ce que ça peut être pris en charge ou pas?
Alors, un diagnostic chez nous, ça fait plusieurs années qu'on en fait maintenant euh, avec BPI France, qui finance, pour les PME et ETI, qui finance 50% d'un diagnostic à 10 000 euros. Et ça se passe en 1 à 2 mois en fonction de la réactivité de nos interlocuteurs. On va analyser les données qui sont à disposition. On va faire des ateliers ensemble avec les différentes parties prenantes, le service IT généralement, le service, les différents services qui sont concernés. Ça peut être le service marketing, ça peut être le service informatique, ça peut être le service euh, ressources humaines. Enfin voilà, les différents services qui sont concernés pour comprendre le métier, les données qui sont associées. Nous, on va analyser la qualité des données, on va faire des recherches un peu dedans en termes de quantité, en termes de qualité pour évaluer la faisabilité des différents projets. Nous, on va vous dire qu'est-ce qui existe en intelligence artificielle et qu'est-ce qui est faisable par rapport à vos données. On va aussi écouter vos besoins et vos idées. On va brainstormer ensemble pour identifier les projets et ensuite on va évaluer ensemble le retour sur investissement des différents projets. C'est-à-dire qu'on va vous dire, bah, voilà, pour tel projet, très rapidement, on peut avoir des résultats avec telle et telle performance. Vous, ça va vous apporter tel gain. Tel autre projet, ben, c'est un peu plus difficile, un peu plus compliqué. Est-ce que ça vaut le coup de le lancer ou non, sachant que ça prendra plus de temps? Et ainsi, on va classer les différents projets en termes de maturité technologique. Globalement, ça veut dire est-ce qu'on fait le projet en 3 mois, en 6 mois ou en 1 an ou plus? Ou est-ce que c'est une thèse? À ce moment-là, il faut bien évaluer l'intérêt de faire de la recherche sur le sujet. Ou est-ce que, et à côté, quels sont les gains qui sont associés pour l'entreprise? Et ainsi, en ayant cette matrice, on sait clairement prioriser les projets qui ont le plus de gains et qui ont le ROI le plus fort, généralement à court terme. Et généralement, après un diagnostic, la plupart du temps, les clients lancent un projet concret avec nous, puisqu'on a bien travaillé sur ce retour sur investissement sur les différents projets identifiés. Ok, merci Lucas. N'hésitez pas à poursuivre vos questions en live sur le chat. On essaiera d'y répondre sur la deuxième partie. J'invite Antoine peut-être à reprendre le relais pour la deuxième partie. Et donc là, on va cibler plus une IA, on va dire, appliquée au secteur de l'image parce que c'est le métier d'Enalps. Euh, voilà, pour les personnes qui se posent des questions sur l'usage de la présentation, oui, elle sera disponible et le webinaire est filmé, sera également à votre disposition en replay, y compris pour les personnes inscrites, malheureusement, qui n'ont pas pu être parmi nous aujourd'hui. Euh, voilà, Antoine, je te laisse la suite pour partager Oui, ton support. très bien. Bah, merci Francis. Bonjour à tous. Antoine Auberton, président et cofondateur d'Enlabs. Bien Enlabs, hein, pas Enalps, comme j'ai pu l'entendre. On adore nos montagnes environnantes, mais on s'appelle bien Enlabs. Du coup, alors, normalement, vous devriez voir ma présentation. Ok, c'est bon, on voit ta présentation, Antoine. Donc, quelques exemples, voilà, vraiment tourner application de l'IA et surtout de l'IA relatif aux images que l'on remonte depuis nos caméras timelapse. Donc, Enlabs en quelques chiffres, on a créé l'entreprise fin 2015. J'ai cofondé l'entreprise fin 2015 avec quatre associés. On est aujourd'hui localisé à Montbonneau, à côté de Grenoble. On est 24 personnes à date. On est en forte croissance. Cette année, on devrait avoisiner les 3 millions d'euros, ce qui nous permet de doubler de chiffre d'affaires par rapport à l'année dernière. On a 5000 caméras timelapse qu'on appelle Tiki qui ont été vendues depuis notre création. On a des solutions dans 62 pays. On suit aussi bien des glaciers en Patagonie, des réserves naturelles en Afrique du Sud ou des chantiers en Malaisie. Donc c'est ça qui est assez agréable de voir les utilisations de notre solution un peu partout dans le monde. En termes de volumétrie, un chiffre, aujourd'hui, on analyse 5 millions d'images par mois. Donc, non seulement il faut des algorithmes qui sont optimisés, mais pour ces grandes volumétries de données.
Alors, qu'est-ce qu'on propose chez Enlabs? On propose une solution intégrée de captation d'images et de partage de ces images. On appelle cette solution Tiki. Elle est composée d'une caméra. Alors, pour la petite histoire, comment nous est venue l'idée de cette solution Timelapse? Avec un de mes cofondateurs, on est adepte du ski de randonnée dans nos montagnes environnantes et on voulait recréer en fait l'émotion après un effort intensif demandé par le ski de randonnée, et on voulait recréer l'émotion que l'on a une fois qu'on arrive en haut de la montagne sur laquelle on est parti, en général le panorama a coupé le souffle qui nous est proposé, et on voulait recréer cette émotion depuis son bureau, la semaine, depuis son ordinateur, qu'on ait accès à voilà, ces panoramas exceptionnels, pas uniquement le week-end quand on peut sortir faire du ski de randonnée, qu'on puisse donner accès à ces panoramas à n'importe qui, et dont nous, et ça même pendant la semaine. Donc la solution est composée d'une caméra timelapse qui a la particularité de s'affranchir à la fois d'une énergie extérieure, elle est alimentée en solaire, il y a un panneau solaire et une gestion intelligente de l'énergie. Et elle est également connectée en 4G. Alors même en montagne, de plus en plus, vous êtes mieux placé que moi pour le savoir, mais de plus en plus, on capte très bien la 4G dans beaucoup de lieux, notamment aux alentours des stations de ski. Donc l'avantage, c'est qu'on peut vraiment installer la caméra là où on le souhaite et pas là où on peut. Jusqu'à présent, notamment les webcams, en général, on les installe là où on a à la fois de l'électricité et un réseau Ethernet. Là, à l'inverse, on peut vraiment installer la caméra à l'endroit où on veut capturer ce qui se passe devant. Donc, j'en ai fini pour la caméra. Et cette caméra a la particularité d'être connectée justement en 4G à une application web qui s'appelle MyTiki, sur laquelle on peut à la fois visualiser, éditer et partager à la fois les vidéos, comme le ferait une webcam, mais également les vidéos timelapse que l'on aura pu mettre en forme. On intervient sur trois segments de marché principalement. Notre solution est utilisée en direct par des constructeurs, des gens dans le BTP, ou en indirect, on a des partenaires. C'est un peu comme pour le drone, pour la prise de vue aérienne. Aujourd'hui, on peut soit acheter la solution drone à la Fnac ou sur Internet, soit passer par un prestataire qui est expert de ça et qui peut vous proposer une prestation de service. Pour le timelapse, c'est pareil que pour la prise de vue aérienne par drone. Vous pouvez soit acheter notre solution directe, on a une boutique en ligne, mais vous pouvez également beaucoup de partenaires qui proposent ça sous forme de service pour une prestation clé en main, et du coup on intervient soit sur du suivi de chantier, c'est une grosse partie de notre activité. On intervient également sur de l'événementiel et sur du tourisme en complément ou en remplacement de solutions webcam. Voilà, donc là j'ai mis quelques exemples. On est partenaire, comme Lucas en a parlé lors de sa présentation, on est partenaire du Festival de Street Art depuis maintenant 5 ans, et on réalise sur la plupart des grandes fresques, on réalise un timelapse du making of. Donc on voit vraiment le mur se transformer en œuvre d'art tout au long du travail de l'artiste. Alors, quelques exemples maintenant très concrets. J'ai essayé de prendre des exemples concrets d'utilisation chez nous de l'IA. Alors, c'est des travaux qu'on a fait tout partie avec Neovision. Ça fait très longtemps qu'on travaille avec Neovision sur nos problématiques d'image. Un des premiers chantiers a été de travailler sur la fusion des images gauche et droite de nos caméras. Nos caméras ont deux objectifs, deux capteurs chacun de 16 mégapixels. Et un des premiers travaux qu'on a fait avec Neovision, c'était d'avoir une fusion sans trace, voilà, justement à la zone de jonction. Et donc ça a été fait au tout début d'Enlabs en partenariat avec Neovision. Et on continue de travailler maintenant sur des problématiques plus liées à l'IA. Là, c'est comment partager des images en respectant la vie privée. Donc j'ai vu que c'était un sujet qui a été notamment à l'issue de la présentation de Lucas, quelques questions ont été posées sur ce sujet-là. On est capable aujourd'hui, grâce à l'IA, de flouter automatiquement l'ensemble des personnes présentes à l'image.
ce qui fait que voilà, on s'affranchit des problématiques liées à la RGPD. Par exemple, sur un flux de webcam, enfin de photos, comme nous on peut le proposer. Là, je peux donner un exemple. J'ai cliqué sur cette caméra. On va venir flouter au fur et à mesure. Donc ça, on peut imaginer que cette page-là est intégrée sur un site web et en fait, la personne qui va venir consulter ces photos-là aura accès uniquement à des photos qui sont floutées. Donc là, c'est à l'extrême, hein. On est sur un salon, c'était vraiment pour montrer voilà, qu'on floutait vraiment toutes les personnes reconnaissables à l'écran. Mais c'est très pratique, ça permet de s'affranchir de ces problématiques, de ces problématiques d'IA, ces problématiques de floutage. Donc on floute vraiment à la volée au fur et à mesure les personnes présentes à l'image et on peut se concentrer sur ce qu'on peut observer. On a également fait, alors là c'est avec une station, avec la station de Valloire, on a installé une caméra à la gare de départ et à la gare d'arrivée d'un télésiège. Et l'idée c'était de voir vraiment les flux de personnes et la spatialisation de ces personnes-là sur la gare de départ et d'arrivée et de voir à quel endroit les personnes stationnaient. Donc je peux vous montrer le petit livrable que l'on avait fait. Donc par semaine, on peut consulter, voilà, à quelle heure et voilà, voir combien de personnes on a à l'image et voir à quel endroit les personnes peuvent stationner en temps réel. Donc on vient compter le nombre de personnes, donc pour ça c'est un algorithme d'IA et on sait localiser cette personne-là et ça permet derrière, ça c'est vous qui êtes le mieux placé pour en parler, mais ça permet d'optimiser les infrastructures, ça permet éventuellement d'adapter les horaires d'ouverture, de fermeture, de voir quelles sont éventuellement des zones de stationnement des skieurs à des endroits où elles ne devraient pas stationner et d'adapter ainsi les aménagements. Voilà. Donc ça, on le fait aujourd'hui. On s'est détecté un certain nombre de choses. Avec Neovision, on a travaillé justement sur la spécificité de nos caméras qui sont très résolues par rapport à des caméras de vidéosurveillance où on a quelques centaines de milliers, voire quelques millions de mégapixels. Nous, on a 2 fois 16 millions de pixels à analyser, ce qui fait qu'il faut adapter les algorithmes existants à ce type de caméra très résolue et très grand angle pour avoir des performances de détection et de reconnaissance qui soient bonnes. Et on peut, donc là, nous, on a quelques classes qui sont entraînées donc pour détecter des personnes, des vélos, des bus, des voitures, des motos, mais on est capable, avec un entraînement spécifique, de détecter de nouveaux objets. On peut imaginer qu'on veuille détecter un hélicoptère, qu'on veuille détecter un chasse-neige. C'est des choses qui sont possibles, mais ça nécessite un entraînement spécifique. Lucas en a parlé tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle la prédiction. Donc nous, c'est un projet de R&D qu'on a mené avec une grande métropole française sur un carrefour qu'on dit complexe, c'est-à-dire qu'on a à la fois des personnes, on a à la fois des vélos, des bus, des voitures qui sont présents. Et l'idée, c'était de voir, donc de compter ces personnes, de voir au fur et à mesure de la journée à quel endroit elles se situent et le nombre par classe de détection de personnes, d'objets présents. Et après un entraînement de notre algorithme pendant plusieurs mois, on est capable, en fonction de la prévision météo, donc par exemple, si on sait que demain, on est jeudi et qu'on annonce du soleil, on est capable de prédire le nombre de piétons, de véhicules qui seront présents sur ce lieu donné. Donc ça, c'est vraiment ça permet d'anticiper. Ça permet de comprendre les dynamiques d'un lieu donné. En station, ça peut permettre à nouveau d'améliorer les aménagements, de les modifier. Là, par exemple, pour la métropole pour laquelle on a travaillé, ça leur a permis d'améliorer les horaires de passage des services publics pour le nettoyage, par exemple. Ça permet éventuellement d'adapter les horaires de passage de bus en fonction du trafic et de vraiment comprendre la dynamique du lieu pour de futurs aménagements urbains.
Et un dernier sujet qui concerne vraiment la communication. Aujourd'hui, la plupart des stations de ski ont un des outils qui font venir sur les sites web des stations de ski sont les webcams. Qu'est-ce qu'on souhaite, quel doit être le but de ce type de ces webcams? C'est soit de donner l'information temps réel, c'est-à-dire voilà, qu'est-ce qui s'est passé dans les dernières minutes pour aider une décision court terme des personnes, des utilisateurs de la webcam. Enfin, moi, en tant que utilisateur, je vais venir voir s'il fait beau, si on est au-dessus de la mer de nuages, par exemple, ou de pousser des contenus, les bons contenus au bon moment. C'est-à-dire que, par exemple, d'avoir parmi les dizaines de milliers de photos qui sont proposées par une webcam, ça m'intéresse pas de voir des photos dans le brouillard ou sous la pluie d'il y a 10 jours. Ça m'apporte aucune information. C'est pas vendeur pour la station et en tant qu'utilisateur, ça ne m'intéresse pas. Je me noie dans l'information. Donc nous, ce que l'on propose avec notre solution Timelapse, c'est d'une part de pousser l'information. Là, c'est le bon exemple, l'information en temps réel. Donc c'était il y a quelques dizaines de minutes, mais donc je sais on est en plein dans les nuages, mais également de pousser uniquement des photos à des moments avec une belle lumière qui me donne envie d'aller sur ce lieu-là. Donc là, c'est une caméra qui est vraiment installée au milieu de nulle part, à côté du lac du Crozet, pour ceux qui auront connu. La caméra se connecte en 4G et est alimentée uniquement en solaire. Et on est capable, voilà, de venir sélectionner, filtrer uniquement les photos qui sont intéressantes à être partagées. Et on est capable également de détecter certains événements. On est capable de dire, tiens, sur cette image-là, il a neigé. Donc, c'est une information qui peut être intéressante pour une station de ski, pousser auprès de ses clients automatiquement. Voilà une photo, il vient de neiger, voilà la photo. Également d'identifier ce qu'on appelle nous des beaux ciels, donc un coucher de soleil, une belle lumière, de le voir de manière automatique. Ou de générer le bon média au bon moment. Ça peut être une vidéo time-lapse. Donc là, par exemple, on a un joli coucher de soleil. On est capable d'automatiser la génération de ce type de livrable pour le proposer aux clients au bon moment. Et on peut consulter, là par exemple, c'est une caméra qui est installée sur le toit du refuge du Nid d'Aigle, sur la voie royale au Mont Blanc. Donc c'est le premier refuge en allant. Voilà. Donc on est sur une image très panoramique. On a également une vue, on dit immersive, qui permet d'avoir vraiment un très grand angle et voilà, cette caméra-là est entièrement autonome. Elle s'alimente, on a beau être en plein mois de décembre, elle s'alimente uniquement en solaire. Voilà, j'ai terminé ma présentation. N'hésitez pas à me contacter. Hein. J'ai inscrit mes coordonnées. On est tout à fait ouvert sur l'IA. C'est vraiment, on en est au commencement. On est ouvert pour étudier des projets. C'est souvent conjointement avec Neovision lorsqu'il s'agit d'IA. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions ou à prendre contact avec nous. Merci. Merci Antoine. Peut-être on va prendre une question là par rapport au système de caméras. Comment elles sont déployées sur place et est-ce qu'il y a une question de protection, fixation au sol, enfin comment c'est sécurisé finalement, par exemple pour le cas du refuge là-haut. Alors en général la caméra est installée à un endroit qui se veut un peu inaccessible. Hein. La caméra est conçue pour être, elle est IP66, donc elle est faite pour rester en extérieur. Il n'y a pas de questions supplémentaires à prévoir. Et on fournit différents types de systèmes de fixation de mâts en fonction des besoins. Ouais. Et la caméra est géolocalisée, donc il y a un GPS
Voilà, ça sert plus de prévention pour le vol, ou en tout cas, vous êtes informé si jamais elle est déplacée. Voilà. Aujourd'hui, vous travaillez plutôt en lien avec les exploitants en station. Vous avez montré l'exemple tout à l'heure du comptage, on va dire, au départ et à l'arrivée d'une exploitation d'un appareil de remontée mécanique. Est-ce qu'il y a des usages plus touristiques avec les structures office du tourisme ou autres? Alors, nous, on travaille souvent de manière indirecte on vend la solution, donc on n'a pas une vue concrète de vraiment qui l'exploite derrière. Donc moi j'ai montré quelques cas qui nous ont été remontés, soit par des partenaires qui eux-mêmes opèrent notre solution, soit parfois par des exploitants en direct. Donc on travaille on travaille avec quelques offices du tourisme de manière directe ou indirecte, et encore assez peu dans la région. Parfait, merci Antoine. Est-ce qu'il y a d'autres réactions ou d'autres questions de la part des stations ou des gens présents à ce webinaire? Euh, je sais qu'il y a nos amis de BlueSim qui sont là en nombre également, qui travaillent également sur ces volets de sécurisation au départ d'une exploitation. Euh, S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas, on les prend en ligne. Ou même vous pouvez décrocher votre micro, là, on peut les prendre en live parce qu'on est une petite trentaine là, donc on va gérer ça sans problème. Voilà, en attendant que ces questions remontent, sinon, bah, écoutez, je vous propose peut-être de conclure ce webinaire. Alors, peut-être question à la fois à Lucas et Antoine. Est-ce que l'IA finalement remplace l'intelligence humaine ou est-ce qu'on est complémentaires? Comment se passent un peu les choses? Ouais, peut-être commencer sur le plan plus applicatif. Nous, ça permet de faire des choses sur des volumétries de données que l'être humain n'est pas capable de gérer. On le voit, hein, le floutage, flouter les personnes sur une image, sur quelques dizaines d'images, c'est envisageable. Sur 5 millions d'images, c'est juste impossible. Donc l'IA permet des choses qui jusqu'à présent n'étaient pas possibles de faire. Et ce que l'on voit, alors c'est pas une finalité, nous, chez Nlabs, l'IA, on fait pas de l'IA pour faire de l'IA. On essaye de restreindre ça à certaines problématiques qui peuvent pas se faire de manière conventionnelle. Mais par exemple, sur des concepts un peu abstraits comme dire une belle image, qu'est-ce qu'une belle image? Ça, l'IA permet d'y répondre. Jusqu'à présent, c'était pas possible de le faire. Donc c'est vraiment une grosse avancée en termes, sur l'image. C'est entre la création d'Enlabs il y a 5 ans et maintenant, c'est incroyable les avancées qu'il y a eu et ce que ça permet de faire. Ouais, je confirme, ça évolue très très vite. Il y a beaucoup de nouvelles avancées. Bah, je vous ai montré les quelques technologies qui, selon moi, ont vraiment bien progressé ces dernières années. Il faut vraiment voir ça comme des outils, en fait. C'est l'outil informatique qui évolue, qui apporte de nouvelles fonctionnalités. Et comme tous les nouveaux outils, bah, ça transforme les métiers et ça transforme notre société en profondeur. À nous maintenant de savoir saisir les opportunités que ces nouveaux outils nous apportent. Globalement, je ne pense pas que on soit contre l'homme soit contre l'intelligence artificielle. On est vraiment très loin des films de science-fiction et des livres de science-fiction qu'on a tous en tête. Aujourd'hui, on est sur de l'automatisation, sur des cas bien définis, bien concrets de tâches. Et ça permet, comme l'a dit Antoine, de faire certaines tâches que des humains ne sont pas capables de faire, ou alors où il faudrait beaucoup trop de personnes pour pouvoir le faire. L'exemple, par exemple, de Transarc, l'optimisation des tournées. Mon client n'était pas capable d'arriver à tel niveau d'optimisation, il n'était pas capable de voir qu'il y avait 50 000 km non optimisés dans une de ces régions parce qu'il n'avait pas le temps, parce que même un humain n'est pas capable de regarder, d'analyser autant de données. Notre client Colibris, dont je vous ai parlé tout à l'heure, elles étaient deux au début à créer les petits colis et à mettre les livres dans chaque colis. Au début, elles connaissaient tous leurs clients, elles étaient capables de recommander les bons livres, et au bout d'un moment, quand elles avaient trop de clients, elles n'étaient plus capables elles oubliaient en fait, elles étaient plus capables de faire les bonnes recommandations.
Et donc une IA est capable de traiter 1000 données, 10 000 données, 100 000 données, là où un humain, lui, est vite limité. Un humain est très bon pour la relation humaine, les interactions et tout ce qui est finalement émotionnel et communication. Et l'IA, elle est très bonne pour tout ce qui est automatisation des tâches répétitives, rébarbatives, qui nécessitent le traitement d'une grande quantité de données. Donc aujourd'hui, effectivement, les métiers qui sont à traiter des grandes quantités de données ou alors à faire des tâches robotisantes seront voués à être automatisés par de l'informatique et pas de l'intelligence artificielle, mais comme depuis des dizaines d'années, voire plus longtemps encore. Donc pour moi, oui, c'est un formidable outil qu'il faut apprendre à comprendre, à appréhender et à utiliser correctement en fonction des différents sujets, des différentes données qu'on a à notre disposition. Ok, merci, merci à tous les deux. S'il y a encore quelques questions, on est prêt à y répondre soit par chat ou même en live. Globalement, je retiens que l'IA, quelque part, est quand même susceptible de générer du revenu pour une station si on l'organise intelligemment et voilà, si on fait le bon diagnostic pour accompagner le gain de temps que peut amener l'IA. Bah, écoutez, on va continuer à travailler dans ce sens-là. Ce qu'on va vous proposer, on avait prévu un petit sondage. Malheureusement, il est en mode pas actif, donc je ne peux pas le traiter directement en ligne avec vous, tous présents actuellement. Donc, on vous enverra un petit lien avec un questionnaire où vous aurez la possibilité donc à la fois de vous exprimer sur ce temps d'échange et puis également où vous pouvez exprimer vos besoins, vos attentes peut-être plus spécifiques à votre activité, à votre territoire. Voilà, il y a également des hôteliers dans le webinaire, comment une IA peut être applicable dans le domaine de l'hébergement touristique pour un établissement qui reçoit de la clientèle française, internationale, comment on peut mettre en place un chatbot. Enfin bon, on a vu tous les usages possibles. Donc, vous retrouverez ce petit document. Ben, je vous remercie de le remplir et de nous le rerouter automatiquement. Et puis, on vous donnera rendez-vous peut-être pour un nouveau rendez-vous il y a un peu plus spécialisé en fonction de vos besoins, de vos attentes dans les stations. Voilà, pour cibler exactement les réponses que peut amener l'IA dans le domaine de ce secteur. En tous les cas, on est toujours un peu en avance et des fois un peu décalé, mais je trouve qu'aujourd'hui, c'est notamment dans cette période un peu de difficulté, de remise en question, où tous les modèles sont remis à plat, voilà, il n'y a plus de certitude sur rien. C'est peut-être à ce moment-là qu'il faut s'appuyer sur des experts comme Antoine et Lucas pour vous aider à construire peut-être d'autres marchés, d'autres parcours, d'autres offres, d'autres prestations. L'IA peut quelque part alimenter l'ensemble de ces dispositifs. Voilà, bah, écoutez, je tenais à vous remercier Antoine et Lucas et l'équipe, vos deux équipes qui ont préparé ce temps de webinaire. Il est enregistré et il sera mis à disposition. Merci à tous les participants malgré la situation d'actualité compliquée en montagne. Merci aux stations et puis à bientôt pour un nouveau webinaire. Au revoir à tous. Merci, au revoir. Merci. Merci.